La Poste Suisse est une société anonyme de droit public en Suisse qui est détenue 100% par l'État suisse. Elle a une longue histoire, elle a été créée en 1849. La Confédération suisse a été créée en 1848. Donc, je crois que c'était Napoléon qui était un peu l'instigateur de la création de la Suisse. Et il y avait des postes cantonales. Donc, quand vous voulez envoyer une lettre de Genève à Zurich, il fallait mettre 4 timbres dessus. Donc, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible et la Poste suisse a été créée. Il y a une longue histoire. Elle a été coupée en deux avec la partie des télécoms. À l'époque, c'était les PTT. Et devenue en 2013 une société anonyme de droit public. Donc, on est une société anonyme détenue par la Confédération. Nous avons 4 marchés. Ce qu'on appelle la communication, c'est en fait tout ce qui est communication physique et digitale, les lettres et tous les outils digitaux que la Poste met à disposition. Le vote électronique en fait partie. La logistique, donc tout ce qui est les paquets. La banque postale, on est la plus grosse banque postale, la plus grosse banque digitale en Suisse, avec près de 2 millions de comptes sur 8 millions d'habitants. Et on est la seule banque en Suisse n'ayant pas de succursale, c'est-à-dire que tout se passe de manière électronique. Et on a aussi les cartes postaux, vous avez peut-être entendu dans les journaux ces derniers temps, vous avez peut-être en France entendu parler, donc on a une société de cartes postaux, ces fameux cartes jaunes qui sont connues pour les gens qui voyagent, qui traversent les Alpes, etc. Là, je ne veux pas montrer tout l'organigramme, ce qui est important, je travaille sous l'unité développement et innovation qui est responsable de l'innovation pour la Poste, qui travaille en fait pour toutes les unités de la Poste. Et dans l'unité développement et innovation, nous avons 3 piliers: innover, piloter et développer des activités pour réaliser des nouveaux chiffres d'affaires. Et le vote électronique est dans cet élément-là. Donc en fait, mon unité est responsable de vraiment faire avancer l'innovation à l'intérieur de la Poste. Vous voyez qu'on a beaucoup de sujets. Je crois que la Poste française est aussi très active dans l'innovation. On essaie de mettre beaucoup de sujets pour trouver des nouveaux modèles d'affaires, étant donné que le courrier diminue. Voilà. Les droits politiques en Suisse. La Suisse est un État fédéral et non un État centralisé comme la France. Ce qui signifie, nous avons une confédération de 26 cantons. Les 26 cantons ont une énorme autonomie sur plein de sujets. Par exemple, sur les sujets impôts, sur les sujets écoles, sur les véhicules, sur les votations élections, j'y reviendrai, la justice. Et puis, nous avons 2300 communes qui sont aussi indépendantes. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que comment les cantons s'organisent avec les communes est sous la responsabilité des cantons. C'est-à-dire qu'on a un canton qui est très centralisé, qui est le canton de Genève. Donc le canton de Genève, les communes sont presque le bras du canton. Et on a des communes qui sont extrêmement décentralisées, des cantons qui sont extrêmement décentralisés, où les communes ont une très forte autonomie. Donc on a en Suisse 26 systèmes différents. Ça impacte un certain nombre de choses, mais c'est notre modèle. Et les cantons tiennent fortement à leur indépendance. Les droits politiques en Suisse, nous sommes une démocratie directe. Une démocratie directe, ça ne signifie pas qu'on vote pour tout et n'importe quoi, mais on a 2 instruments extrêmement importants. Le premier, c'est le droit de référendum. C'est-à-dire que chaque fois qu'un Parlement vote une loi, un certain nombre de citoyens, par leur signature, peuvent exiger que cette loi soit passée en vote populaire. Un exemple vous avez peut-être entendu, c'était là je me suis compliqué la tâche, je dirais 1992, alors 1992, c'est l'entrée de la Suisse dans l'espace économique européen. Tout était prêt, le Conseil fédéral avait voté, le Parlement avait voté pour l'entrée de la Suisse dans l'espace économique européen, et ça a été refusé en votation populaire. Donc ça, c'est toute loi qui a été votée par le Parlement peut être mise en question. Le deuxième droit, c'est le droit d'initiative. C'est-à-dire que chaque citoyen peut demander une modification de la Constitution suisse par ce droit d'initiative. Il doit récolter 100 000 signatures et s'il atteint ces 100 000 signatures, le droit est la modification de la Constitution passe en votation populaire.
Je vous donne deux exemples que la Suisse a refusé. J'en ai pris un qui est assez caricatural, c'est l'interdiction des minarets. Il y a une initiative populaire pour interdire les minarets. Et puis la deuxième, on a voté il y a 2 ans d'avoir 6 semaines de vacances. Légalement, on n'en a le droit qu'à 4. Et ben, les Suisses ont refusé d'avoir 6 semaines de vacances. Voilà. C'est les droits politiques en Suisse. Conséquence, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va 4 fois par année aux urnes. Comme M. Desjardins l'a expliqué, quand on va en urne, on reçoit une liste de questions qui proviennent de ces deux instruments-là. Et on donne notre avis, on répond oui ou non. Et puis, on a aussi les élections, donc, qui sont tous les 4 ans. Donc, quand je parle de votation, c'est les questions, on répond oui ou non, et des élections pour voter pour le Parlement et le gouvernement. Revenons un peu plus maintenant sur le fonctionnement du processus de vote. Monsieur Deljory l'a dit, il faut préparer le registre des électeurs. Alors, en Suisse, c'est relativement simple, comme on vote 4 fois par année. Tout citoyen suisse est dans le registre des électeurs s'il a le droit de vote. Il y a un certain nombre d'exceptions, et le registre des électeurs est une extraction du registre des habitants, qui se fait de manière automatiquement. Ensuite, il y a toute la préparation de l'envoi du matériel de vote. Ensuite, il y a le scrutin lui-même, et on a 3 canaux de vote. Le local de vote, le vote par correspondance et le vote électronique. Je reviendrai encore sur ces éléments-là. Et ensuite, l'analyse des résultats et le post-traitement des résultats, c'est le dépouillement. Chaque commune dépouille. Ensuite, la consolidation. Donc, c'est consolidé au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. La publication des résultats, et à la fin, il ne faut jamais l'oublier, parce que ça a une conséquence sur le vote électronique, il faut aussi détruire tout le matériel de vote. Au moment où la votation est déclarée comme valide, tous les éléments du matériel de vote doivent être détruits, y compris le matériel électronique. Je viens un peu plus dans le vote électronique maintenant. Quels sont les différents types de vote électronique? Quels sont les différents types de vote? Vous connaissez en France le vote à l'urne, qui est, je vais au bureau de vote et je mets mon bulletin dans l'urne. C'est dans un environnement ce qu'on appelle protégé, c'est-à-dire que je suis dans un isoloir, je suis assuré par la procédure que personne ne peut voir ce que je vote, je mets dans une enveloppe et je mets l'enveloppe dans l'urne. La Suisse introduit en 1994 le vote par correspondance. Le vote par correspondance, c'est-à-dire que je remplis mon bulletin de vote à la maison, je le mets dans l'urne et je l'envoie par la poste au bureau électoral. C'est un pas important qui est assez compliqué pour les États à faire, c'est de passer, je vote dans un environnement protégé, dans un environnement non protégé. C'est-à-dire que quand je vote, je peux être influencé ou je peux influencer d'autres personnes dans mon cercle familial, chez mes amis, etc. Il y a aussi des risques de fraude par des gens qui remplissent les bulletins de vote pour d'autres et ce genre de choses. La Suisse a fait le pas d'introduire ça et vit depuis maintenant plus de 20 ans avec, plus de 25 ans avec, et ça fonctionne très bien. Ça, c'est le monde physique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde digital? Nous avons les machines de vote, vous avez beaucoup entendu parler aux USA, ces machines qui ne fonctionnaient pas, quand je cliquais sur Obama, c'était Bush qui venait ou l'inverse, etc. Ça, c'est en fait la digitalisation de l'environnement protégé. C'est-à-dire que je numérise le vote à l'urne sur une machine de vote et je peux donner mon vote de manière électronique. Le vote par Internet, ce qu'on appelle le vote électronique en Suisse, c'est la digitalisation, la numérisation du vote dans un environnement non protégé, c'est-à-dire du vote par correspondance. Et nous, en Suisse, on connaît ces 3 canaux de vote. Les États qui introduisent le vote électronique directement depuis le vote à l'urne ont une problématique supplémentaire à résoudre que la Suisse a déjà résolue, c'est le vote dans un environnement non protégé. Nous, en Suisse, on n'a pas eu besoin de le résoudre. C'est pour ça qu'aussi, peut-être, nous avons une certaine avance sur ce sujet-là. Quels sont les avantages du vote électronique? Pourquoi la Suisse a décidé d'introduire le vote électronique? La première raison, dans le vote électronique, c'est qu'il n'y a pas de vote invalide. Le vote électronique, et c'est une exigence, ne doit pas permettre de mettre un vote invalide. C'est-à-dire que quand je remplis mon bulletin de vote, qui peut être compliqué, surtout dans une élection, je le fais dans l'isoloir, personne ne m'aide, parce que c'est mon secret de vote, ben je peux faire des fautes formelles. Je peux oublier, je peux mettre un mauvais nom, un nom qui n'est pas un candidat, je peux me tromper dans des numéros, etc. Et mon vote devient invalide, même si je ne l'ai pas voulu. On a, dans une commune en Suisse, on a eu une élection il y a quelques mois, il y a eu 40% de votes invalides, ce qui est énorme, par faute de procédure.
Par le vote par correspondance, je dois signer avec ma signature manuscrite pour que mon vote soit valable. Il y a régulièrement des votes par correspondance qui ont oublié d'être signés. Donc voilà, c'est assurer qu'on n'ait plus de vote invalide. C'est la simplicité pour le votant. Je peux voter avec mon appareil, avec mon PC, comme je veux. C'est beaucoup plus simple, je n'ai pas besoin de me déplacer. Ça dure quelques minutes et c'est fait. Participation des jeunes. Beaucoup de jeunes n'ont pas intérêt au papier, mais sont intéressés à voter quand c'est électronique. Accessibilité à tous, donc les aveugles peuvent voter sans aide extérieure. Donc pour les gens qui ont ce genre de problème, ben, ils peuvent voter sans que leur secret de vote soit violé. Réduction du travail pour les administrations et les communes, ben, ce qui est dans l'urne électronique se compte tout seul, donc il n'y a pas besoin de compter, donc c'est un gros gain d'économie pour les communes et les administrations. Et dernier point, ben, promotion de la Suisse comme pays numérique. En Suisse, on a deux systèmes de vote électronique. C'est les cantons qui sont responsables de décider, je vais encore en venir. Il y a le canton de Genève et la Poste, et vous voyez là sur la carte quel canton met en place le vote électronique, donc ce n'est pas tous les cantons. Et on a en fait deux systèmes pour des raisons de sécurité. Il y a un système qui, si un système a un problème de sécurité, ben, il y a toujours un deuxième système. Et vous voyez la répartition géographique actuellement des deux systèmes. Aussi, le déploiement, je reviendrai encore rapidement, certains seulement pour les Suisses de l'étranger, des cantons, ou d'autres cantons pour toute ou partie des résidents. Ça, je ne vais pas expliquer en détail. Ce que je veux montrer par ce slide, c'est qu'on a une mise en place échelonnée. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de critères qui doivent être satisfaits par une plateforme de vote électronique, et en fonction du nombre de votants qu'on autorise à voter de manière électronique, ben, les critères augmentent. Plus on a de votants qui ont le droit de voter électroniquement, plus les exigences sont importantes. Je reviendrai encore sur certains de ces éléments. Voilà, maintenant je viens sur les éléments plus concrets, l'élément de la Poste, ça je vais passer. C'est la Confédération qui fixe les exigences sur le vote électronique et c'est les cantons qui l'implémentent. Quelles sont les exigences qui sont posées par la Confédération suisse dans la loi pour la mise en place du vote électronique? Premier point, le secret du vote. Le secret du vote doit être assuré de bout en bout. Il ne doit pas y avoir un moment dans la chaîne la possibilité de voir le vote d'une personne. Deuxièmement, ça c'est plus technique, on parle de protocole cryptographique vérifiable, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est important, vous allez voir dans la communication, je reviendrai sur ces éléments cryptographiques, c'est extrêmement complexe, c'est des papiers académiques, mathématiques, qui posent un certain nombre de problèmes à expliquer. Ce qu'on appelle la vérifiabilité complète, ça je vais vous expliquer plus tard, c'est-à-dire qu'on peut vérifier le vote électronique de la même manière qu'on puisse vérifier un vote papier. Des certifications. Donc, un opérateur doit être certifié. C'est des certifications qui sont lourdes. Il y a des tests d'intrusion, il y a un certain nombre de choses. Une infrastructure hautement sécurisée, ça c'est clair. Et puis la transparence, c'est un élément important. Je reviendrai aussi à la fin de ma présentation là-dessus. Il y a deux éléments qui sont ancrés en Suisse dans la loi. C'est la publication du code source. Donc, les plateformes de vote électronique doivent publier leur code source. Et l'organisation de tests d'intrusion publique, c'est-à-dire sur une période fixée, il y a des hackers qui peuvent venir et essayer de hacker la plateforme. Donc c'est les exigences qui sont posées par la Suisse pour mettre en place un système de vote électronique. Je viens maintenant sur la partie secret du vote. Quand vous avez un vote papier, une urne physique, vous avez une urne, elle est scellée, elle est fermée à clé, et puis il y a un détenteur de la clé. Dans le vote électronique, c'est la même chose. Vous avez une urne avec une clé. C'est une clé électronique, mais c'est une clé, et seulement cette clé peut déchiffrer l'urne. Il n'y a aucune possibilité de le faire autrement. Ce qu'on fait en fait en Suisse, c'est qu'on a une commission électorale, ou un bureau de vote, je ne sais pas comment vous l'appelez, un bureau électoral, je ne sais pas le terme que vous utilisez en France, et cette clé en fait, elle est répartie entre les membres du bureau électoral. Ce qui veut dire que personne, pendant la période de vote, ne peut ouvrir l'urne. Le seul moment où on puisse ouvrir l'urne, c'est si les membres de la commission électorale se remettent ensemble et remettent la clé ensemble. Concrètement, ça c'est sur des cartes à puce,
c'est enregistré sur une carte à puce, protégé par un code PIN, et chacun part avec sa clé, sa carte à la maison, et le moment du dépouillement, remettent leur carte à puce, et on peut déchiffrer l'urne. Un élément qui est aussi extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. Je vais prendre de vous un exemple sous forme physique, c'est-à-dire que le votant il vote sur son appareil et il faut à aucun moment de la chaîne que quelqu'un puisse voir son vote. La seule personne ou le seul groupe qui peut voir son vote à la fin, c'est la commission électorale. La commission électorale elle doit pouvoir ouvrir les enveloppes et voir le contenu des enveloppes. Le chiffrement bout en bout assure que le vote il est encrypté sur l'appareil du votant et n'est plus du tout décrypté tout au long de la chaîne. Si vous n'avez pas cet élément, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, sur le serveur, vous allez avoir les votes en clair, donc avec potentiellement une violation du secret du vote. Ceci assure que personne dans la chaîne peut voir le vote, donc pas la Poste suisse, pas l'administration cantonale, pas l'administration fédérale, donc il n'y a personne qui a la possibilité de voir les votes tout au long de la chaîne. Venons sur la vérifiabilité. Dans un vote physique, ce qui est extrêmement important, c'est que le processus soit observable. Il y a deux éléments, je simplifie, il y a deux éléments d'observation, donc l'électeur met son bulletin dans l'urne, et ensuite, l'urne est ouverte et les résultats sont décomptés. Ces deux éléments sont physiques, sont observables par des yeux. En règle générale, dans une commission électorale, il y a des gens de différents partis, il y a des gens qui sont choisis par le gouvernement ou par les autorités. Donc on a un processus qui est observable de bout en bout. Le problème, quand on rend le processus digital, eh ben, on ne peut plus observer ces deux étapes. C'est des logiciels, c'est plus observable. Pas en tout cas avec des yeux. Donc il faut trouver d'autres moyens pour rendre ce processus digital observable. Quels sont les moyens que la Suisse a mis en place? Le premier, c'est la vérifiabilité individuelle. La vérifiabilité individuelle assure à l'électeur de pouvoir prouver, de pouvoir voir que son bulletin est arrivé dans l'urne et qu'il n'a pas été modifié en arrivant dans l'urne. Je vous ai mis un lien d'une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si vous allez partager les présentations, donc vous allez retrouver ce lien, vous pouvez aller regarder, il y a une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Je vous ai juste pris quelques écrans de notre plateforme. Le votant reçoit à la maison, sous forme papier, c'est important, un certificat de vote, ou une carte de vote, avec un certain nombre de codes. Ces codes sont pour chaque votant différent, donc c'est les siens, et il peut, avec ses votes, faire la votation. On a, en règle générale, un certain nombre de questions posées, comme sur le bulletin physique, donc c'est notre bulletin électronique. Est-ce que j'accepte une initiative ou pas? Est-ce que j'accepte une loi ou pas? Il y a aussi ce qu'on appelle des questions subsidiaires en Suisse qui permet, s'il y a un référendum, une initiative, un contre-projet du Parlement, de choisir lequel des deux j'aimerais, je peux laisser vite. Et puis, une fois que j'ai rempli ça, le système me retourne un certain nombre de codes de vérification. Ces codes de vérification doivent être les mêmes que ceux que je vois sur ma carte de vote que j'ai reçue à la maison sous forme papier. En ayant ce mécanisme-là, je suis sûr, en tant que citoyen, que mon vote est bien arrivé dans l'urne. Si une personne, un malware ou un virus sur mon système aurait changé mon vote, il n'aurait pas été capable de me retourner les bons codes de retour, les bons codes de vérification. Ça veut dire qu'avec ce mécanisme-là, le citoyen a l'assurance que son vote est dans l'urne. Après, je dois encore confirmer, et j'obtiens encore un numéro qui m'assure que tout s'est bien passé. Ça peut paraître compliqué, vous pouvez le tester, je vous ai mis aussi le lien e-voting.ch, c'est une plateforme de démo qui correspond à la production, et vous pouvez faire un vote, vous pouvez voir comment ça fonctionne, vous pouvez aussi remplir un bulletin de vote électronique, et puis voir comment ça fonctionne pour le citoyen. Vous allez voir, en quelques minutes, c'est rempli, donc c'est pas un gros effort pour le citoyen, mais c'est quelque chose qui... il faut le faire une fois pour mieux le comprendre. L'autre problème, c'est comment on rend les comptes observables. Et là, c'est ce qu'on appelle la vérifiabilité universelle.
Alors j'ai pris une décision pour gagner du temps, c'est de ne pas vous l'expliquer, c'est relativement compliqué. Par contre, il y a aussi une vidéo qui permet qui vous explique ce qui se passe. En fait, l'idée derrière, c'est qu'on peut vérifier chaque opération, on peut contrôler chaque opération de manipulation de l'urne, qu'elle est faite correctement et qu'il n'y a pas eu de modification du nombre de bulletins. Je vous donne un exemple concret, comment ça se passe dans le monde physique. Je peux, dans le monde physique, peser une urne avant un transport, par exemple. L'urne est dans le local de vote, je la pèse, on transporte l'urne dans le local pour le dépouillement et je la repèse. En faisant cette opération, je suis capable de prouver que le nombre de bulletins à l'intérieur n'a pas été modifié. J'ai toujours le même nombre de bulletins. Par contre, je ne sais pas le nombre de bulletins qu'il y a à l'intérieur. C'est les mêmes mécanismes, de manière digitale. Je suis capable de prouver que le résultat de l'urne n'a pas été modifié, mais sans en connaître le contenu. Et sans savoir qui a voté quoi. Bon, ça peut paraître un peu abstrait, donc je vous propose d'aller regarder cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Ça vous donnera beaucoup plus de détails comment ça fonctionne. Et on a essayé de la rendre simple. À vous de juger. Voilà. Ça, c'était un peu la partie sur le vote électronique lui-même. Maintenant, je pense qu'un élément qui est extrêmement important, c'est la communication et la confiance des citoyens. Tous les acteurs ont mis un gros effort là-dessus. On a énormément de discussions en Suisse au niveau politique, au niveau médiatique. J'aimerais un peu vous montrer ce qui se passe aujourd'hui dans la communication, ce qui se passe dans la scène, et puis qu'est-ce qu'on fait contre ces éléments-là. J'ai un peu simplifié les choses. On a 6 acteurs principaux qui ont un avis sur le vote électronique. D'abord les citoyens, c'est les premiers. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent que les citoyens, s'ils ont la possibilité d'utiliser le vote électronique, l'utilisent. Donc on arrive à des pourcentages qui sont assez importants, qui peuvent aller jusqu'à 50% des citoyens. Donc indépendamment de la situation, des critiques, de la situation sécuritaire, le fait de pouvoir le faire, de simplifier son acte de vote, est suffisant pour que la plupart des citoyens, enfin pas la plupart, mais une partie des citoyens l'utilisent. Une autre classe importante de parties prenantes, c'est les partis politiques. C'est les acteurs principaux. Il faut se rendre compte, je ne fais pas de politique, c'est pour ça que je me permets de le dire, un politicien, un de ses principaux objectifs, c'est d'être réélu. Donc l'acte de vote a une importance extrêmement fondamentale pour lui, parce que c'est l'acte de vote qui lui permet d'être réélu. Donc les partis politiques se positionnent, ou les politiciens se positionnent. En Suisse, on a la situation qui est la suivante, c'est qu'on a les partis conservateurs et les Verts, qui sont plutôt contre le vote électronique, et puis les partis de la droite libérale et de gauche qui sont plutôt pour. Donc il n'y a pas un clivage gauche-droite, il y a plutôt un clivage conservateur et puis droite libérale. Mais il y a peu de partis qui ont pris vraiment une position formelle pour ou contre le vote électronique. Donc chaque politicien a son avis, le défend aussi, et cet avis peut diverger des tendances qui sont données par les partis. Mais ça, c'est une des parties prenantes les plus importantes à adresser quand on fait du vote électronique. Il y a le Parlement suisse, donc ce sont les politiciens élus. Jusqu'à maintenant, il y a eu énormément de discussions au niveau du Parlement suisse ces 15 dernières années. Toutes les motions et toutes les interventions parlementaires qui visaient à interdire le vote électronique ou à le réduire ont chaque fois été balayées par le Parlement. Donc le Parlement veut faire du vote électronique. La scène informatique. Là, c'est intéressant. La scène informatique ont des avis divergents. Nous avons dans la scène informatique, en fait, le vote électronique, que je vous ai expliqué avant, a un paradoxe. Le paradoxe est le suivant, c'est qu'il y a le secret du vote, tout est chiffré, je ne peux pas voir le contenu des votes. Par contre, je dois tout pouvoir observer. Et c'est un paradoxe dans le monde de l'informatique, de pouvoir d'un côté ne rien savoir, mais de pouvoir tout observer. Et ce paradoxe pose un certain nombre de problèmes de compréhension dans le monde de la scène informatique. Donc il y a une tendance, on a un certain nombre d'acteurs à ce niveau-là qui sont très virulents contre le vote électronique.
Nous avons les spécialistes et cryptographes, c'est pour ça que je vous ai parlé de la cryptographie avant. Les cryptographes, en fait, sont ces personnes qui mettent en place ces protocoles cryptographiques. Ils connaissent très bien techniquement ce qu'il y a à l'intérieur, ils connaissent très bien les technologies utilisées, et par cette connaissance, ont une approche qui sont plutôt positives sur le vote électronique. Les derniers faiseurs d'opinion sont les médias. Je pense que vous êtes aussi régulièrement en contact avec les médias. Les médias ont en règle générale pas tendance à expliquer les choses qui sont bien et qui fonctionnent, mais ont plutôt tendance à chercher les problèmes et les avis divergents et critiques. C'est-à-dire que fondamentalement aujourd'hui on a dans les médias une surproportion d'avis négatifs vis-à-vis du vote électronique par rapport aux avis positifs sur le vote électronique. De nouveau, c'est un peu caricatural, là c'est la réalité entre deux, mais les médias sont un acteur important pour la confiance du vote électronique. Je vous ai cité un certain nombre, je ne vais pas tout vous les lire, mais on a un certain nombre de critiques qui ont été, qui sont régulièrement mis dans les médias ou avancées par les opposants, et puis quelques réponses par rapport à ça. Par exemple, le vote électronique ne permet pas de garantir le secret du vote. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne, donc oui, le vote électronique peut garantir le secret du vote. L'administration peut manipuler les résultats du vote. C'est pas correct. Comme je vous ai expliqué, la clé est détenue par la commission électorale, c'est-à-dire par un groupe neutre. C'est pas l'administration qui détient la clé. L'administration n'a aucune possibilité de voir les votes, de modifier des votes. Les États-Unis, ils ne sont pas capables de faire du vote électronique. En gros, il y a eu des systèmes de vote qui ont été piratés aux États-Unis. C'est correct. Il y a des systèmes de vote qui ont été piratés aux États-Unis. Après, il faut aller regarder. Ce n'est pas du vote électronique comme on en fait en Suisse, ce n'est pas du vote par Internet, c'est des machines de vote. Ces machines de vote sont en règle générale des machines assez anciennes, qui ne sont pas mises à jour, et c'est extrêmement facile de les attaquer. Donc oui, c'est possible, mais il faut comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas commencer à comparer des pommes et des poires, ce n'est pas la même chose. Donc on est confronté à expliquer régulièrement ce genre de choses. Donc si tout à coup il y a un article qui sort aux États-Unis ou qui sort en Suisse en disant un système de vote électronique a été piraté aux États-Unis, directement sous Twitter, le vote électronique n'est pas sûr, donc Twitter est une arme redoutable, et il faut derrière expliquer, mais non, c'est pas la même chose. On vous réexplique, etc. Comment assurer la confiance du citoyen? Je l'ai mis en 5 étapes. Pour moi, c'est que la transparence et la qualité sont des éléments cruciaux. Et ce qu'il faut faire, c'est expliquer, vulgariser, informer, être transparent et ne pas faire d'erreur. Je fais exprès de le dire un peu lentement, mais c'est un élément qui est extrêmement important pour la confiance du citoyen. Je passe les 5 points les uns après les autres. Okay. Comment expliquer le vote électronique? Alors il y a plusieurs éléments qui se mettent en place. L'administration fédérale a un site internet qui explique beaucoup de choses, qui explique les concepts techniques, qui donne des faits que des réponses aux questions courantes, qui explique les avantages, etc. Elle le fait de manière très neutre, puisque la chancellerie fédérale qui est responsable, c'est l'office fédéral qui est responsable de cet élément-là, n'a pas le droit de prendre position dans un débat politique, donc elle explique ça de manière neutre, elle ne fait pas de promotion du vote électronique, mais elle explique factuellement les avantages et ce que c'est que le vote électronique. Elle fait souvent des rapports et des études. Et elle a un motto qui existe maintenant depuis 15 ans, c'est la sécurité prime sur la vitesse. Et on ne va pas trop vite, mais on va par étapes et on assure la sécurité. Ensuite, il y a les acteurs importants, c'est les cantons. Les cantons sont responsables des votations, élections vis-à-vis de leurs citoyens. Donc les cantons, eux, font plus de promotion que le font la chancellerie fédérale ou la Confédération suisse. Donc ils ont aussi en place un certain nombre de portails. Je vous ai pris l'exemple du canton de Neuchâtel, vous pouvez aller regarder celui de Genève, vous pouvez aller regarder d'autres. Ils mettent en place de l'information, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment je peux voter électroniquement dans le canton de Neuchâtel, des informations pratiques. Et puis, ils mettent aussi les liens vers d'autres informations. On va retrouver celui que je vous ai montré avant, et aussi la page de la Poste. En tant que fournisseur, nous avons aussi, en tant que prestataire, nous faisons aussi de l'information.
Et nous avons mis en place un certain nombre de matériel. Nous avons une page qui s'appelle www.evoting.ch. Et sur cette page, on a le système de démonstration, on a un blog avec beaucoup d'articles, de nouvelles, d'explications vulgarisées, des vidéos et aussi des explications sur les principes de sécurité. Les trois sont complémentaires, hein. Il n'y a pas de doublon, c'est important d'avoir une complémentarité. Vulgariser, vous avez vu, les concepts ne sont pas simples. Donc, vous, en tant que responsable de communication ou engagé dans la communication, vous allez devoir vulgariser ces technologies complexes. Quels sont les défis? Les technologies sont complexes. Les contradicteurs utilisent des arguments qui sont fallacieux ou qui semblent raisonnables si on n'a pas une connaissance un peu plus approfondie du sujet. Plus souvent, c'est de dire oui, je peux hacker tout système, donc le système de vote électronique aussi, donc c'est pas sûr. Après, pour expliquer quels sont les mécanismes pour empêcher ça ou pour détecter ça, ça demande un peu plus de travail. Et puis, le citoyen, il a du mal à se représenter les technologies, il écoute ce qu'il y a mis dans les médias, il lit Twitter, il lit les réseaux sociaux, et puis il se fait son opinion. Ce qu'il faut que vous mettiez en place, ou ce que nous on a mis en place, c'est que vous devez avoir, les personnes qui font de la communication par rapport au vote électronique doivent avoir une bonne connaissance technique, doivent comprendre les concepts, ne doivent pas être dans le détail, mais doivent avoir une compréhension des concepts technologiques. Il vous faut des vulgarisateurs, c'est-à-dire qu'il vous faut trouver des gens, on les a, qui connaissent vraiment la technologie de manière approfondie, mais en général, les gens qui sont dans la technologie ont du mal à l'expliquer simplement. Donc il faut trouver des vulgarisateurs qui permettent de faire ce pont entre les gens qui sont technologiques et les citoyens. Quand je vous expliquais le poids de Lyon, c'est exactement dans ce genre de modèle. On sait comment fonctionne le système d'un point de vue technologique. On essaie de trouver des images dans le monde physique, dans le vote classique, qui nous permettent de rendre les choses compréhensibles. Et puis, comparaison avec des éléments tangibles et connus du citoyen, c'est ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai mis les 3 vidéos que je vais parler, elles sont là, vous pouvez les regarder. Elles essayent d'expliquer de manière un peu plus simple ce que c'est que ces différents concepts technologiques, qui sont le chiffrement de bout en bout, etc. Informer. Je pense que là, il n'y a pas 50 règles, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut aller dans l'arène, il faut participer au débat, il faut présenter. Comme je fais aujourd'hui, il faut le faire. On est dans beaucoup de conférences, il faut être actif dans les médias classiques, il faut être actif dans les médias sociaux, il faut participer à des conférences, qu'elles soient publiques, c'est-à-dire avec des gens qui ne connaissent pas spécialement le vote électronique, mais aussi à des conférences techniques pour discuter justement avec cette scène informatique, il faut leur expliquer aussi les concepts. Donc il faut se lancer, il faut aller dans l'arène. Être transparent, le citoyen, il ne va pas pouvoir lire un document technique, il ne va pas vouloir lire un code source. La transparence, par contre, c'est de mettre à disposition ces éléments-là, si le citoyen veut le voir, ou bien si un acteur, que ce soit de la scène informatique, veut en prendre connaissance et veut essayer de comprendre. Donc, dans la loi suisse, c'est ancré que la sécurité ne peut pas être assurée par le secret d'information, en cachant des informations. Le secret, la sécurité doit être en soi assurée et il faut mettre le plus possible d'informations publiques qui permettent de comprendre les concepts. La Poste a publié un certain nombre de documents. Vous voyez, il y a des protocoles, il y a des explications, le processus. On a aussi des documents qui sont un peu plus technologiques, par exemple du JavaScript, etc. On a aussi mis nos preuves mathématiques pour prouver que notre protocole est conforme à la loi suisse, etc. Donc il y a toute une série de transparence qui doit être nécessaire et qui doit être mise en place. Le dernier point, ne pas faire d'erreur. Il y a une étude en Suisse qui a montré que la confiance, les gens qui utilisent le vote électronique montent, et puis dès qu'il y a un événement, il y a une chute. Donc, ne pas faire d'erreur, c'est un élément qui est crucial. Je dis toujours à mes collaborateurs, à mon équipe, expliquer une erreur, ça prend j'ai fait une faute. Il faudra que je corrige. Expliquer une erreur prend plus de temps que de l'éviter.
Si vous faites une erreur, qu'il y a un scrutin qui ne fonctionne pas bien à cause du vote électronique, ça a des conséquences sur la confiance qui sont très très longues à remonter. Donc chaque scrutin doit être irréprochable, tout doit se passer selon les règles. Il y a une communication qui doit être... L'erreur peut se faire aussi pas seulement technologique, mais au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème technologique relativement simple qui est résolu facilement, qui ne pose pas de problème, mais on peut faire une erreur de communication. Et là, il y a un élément qui est clé, c'est que la communication doit être consistante et coordonnée entre les acteurs. Donc entre la Confédération suisse, les cantons, les prestataires, que ce soit la Poste ou le canton de Genève, on doit amener les mêmes messages. Les opposants au vote électronique, ils vont essayer d'utiliser chaque erreur qui va se passer et vont l'utiliser rapidement. Donc c'est vraiment important cette culture de ne pas faire d'erreur et d'augmenter la qualité, d'avoir la qualité qui est toujours là. Et si le vote électronique fonctionne depuis 15 ans en Suisse, c'est aussi parce que chaque scrutin s'est fait sans erreur. L'urne électronique a toujours été dépouillée. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de temps en temps des problèmes technologiques, hein, il y a des problèmes techniques, il y en a eu, mais ils ont toujours pu être réglés et on a toujours pu dépouiller correctement. Voilà, j'ai essayé de faire un tour du vote électronique en Suisse. Peut-être comme résumé, c'est extrêmement passionnant dans tous les sens du terme, au niveau communicatif, au niveau technologique, au niveau politique. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être fait. Je vous remercie. Merci bien, et on peut dire que la présentation était aussi tout à fait passionnante et très complète. Et en écoutant, je me disais que finalement les communicants publics avaient un sacré rôle à jouer. En tant qu'acteurs publics, ils ont conscience que demain, la démocratie, d'une certaine manière, passe par des possibilités de consulter plus souvent et autrement les citoyens. En tant qu'acteurs du numérique, on est capable de comprendre ces procédures-là et de les porter. Et puis je crois qu'en tant que communicants, ça sera à nous de faire la communication pour donner confiance dans le dispositif. Voilà, c'est un projet qui va avancer. On va se donner quelques minutes pour éventuellement des questions complémentaires, sachant que vous aurez tous les visuels qui viennent d'être projetés avec les liens pour aller voir les vidéos dont on a parlé. Est-ce qu'il y a quelques questions en fin de journée? Vous êtes fatigué de tout ce que vous avez appris? Oui, j'avais une question par rapport aux personnes qui ne sont pas connectées, qui sont loin de tout ça. Comment ça se passe en fait pour elles? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu? Des lieux où éventuellement elles peuvent être aidées pour voter, mais évidemment dans la sécurité et la confidentialité. Comment ça se passe concrètement? Alors, je vous répondrai non pour la raison suivante. C'est qu'en Suisse, les 3 canaux de vote sont libres. C'est-à-dire que le citoyen peut choisir à tout moment quel canal il veut utiliser. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas connectée pourra toujours voter par correspondance. Donc il n'y a pas d'exclusion par le vote électronique des autres canaux. J'ai entendu ça de plusieurs politiciens et d'acteurs. La démocratie n'a pas de prix. Donc vous imaginez de maintenir 3 canaux de vote, ça a des coûts. Mais c'est une volonté de la Suisse de le faire comme ça. D'autres compléments d'information? Oui. Bonjour, vous avez évoqué le fait que certains incidents ou erreurs pouvaient affecter la confiance des citoyens dans le système de vote. Est-ce que vous êtes aussi affecté par, plus globalement, des événements qui ne vous concernent pas directement, mais tels que ce qu'on a connus sur les élections américaines, ou les soupçons d'influence sur les votes dans des États étrangers? Alors, oui. Je dirais qu'on a depuis maintenant 1 année et demie, 2 ans, une augmentation du nombre d'opposants qui utilisent ce genre de fait. Donc au niveau médiatique, on a une augmentation d'images plutôt négatives. Ça s'est encore pas reporté sur la participation, de l'utilisation effective du vote électronique. Je crois que le citoyen se fait son idée, mais à un moment donné, en tout cas, les gens qui sont connectés, les personnes qui sont connectées, ils utilisent, on a pris Facebook avec, je ne me souviens plus, l'entreprise qui avait vendu des données de Facebook pour influencer les élections de, je sais plus, voilà, merci. Combien ont fermé leur compte Facebook?
Donc on est dans le même modèle, c'est-à-dire que, à mon avis, les citoyens, s'ils voient que l'État le fait correctement, ils vont continuer à l'utiliser malgré ces images-là, mais ça augmente par contre l'effort de communication derrière par rapport aux opposants. Oui. Donc si j'ai bien compris, en Suisse, il y a 4 sessions de votation par an. C'est juste. Donc du coup, ça veut dire que 4 fois par an, la Poste communique avec les cantons. Ça génère forcément des doublons en termes de communication, ou tout ce qui est communication est réutilisé votation après votation. Alors, je dirais, alors d'abord, quand on a 4 scrutins par année, la communication du contenu du scrutin, tout ce qui concerne le scrutin, la Poste ne fait aucune communication. C'est les cantons. Notre modèle est construit comme ça, c'est que nous, on met à disposition, on est un prestataire technologique, on met à disposition la plateforme, on met à disposition les instruments au canton, mais tout le processus de mise en place et de dépouillement est fait dans les cantons. C'est un élément important aussi pour la confiance. La Poste n'est pas une entreprise qui dépouille, c'est les cantons et les communes qui dépouillent. Donc c'est aussi comme ça dans le vote électronique. Donc nous sommes un prestataire. Donc la communication principale du citoyen, c'est les autorités qui le font. Nous, notre élément de communication, la Poste, ce sont les explications par rapport aux éléments technologiques, par rapport à tous ces éléments-là qui sont plutôt de notre sort. Je vous ai parlé des vulgarisateurs, c'est nous qui le faisons en fait. Il y a quelques cantons qui ont cette compétence, mais c'est plutôt une minorité. Les cantons qui n'ont pas cette compétence s'appuient sur nous pour cette communication technologique. Mais la Poste ne communique pas par rapport à un scrutin vis-à-vis des citoyens. Une question là.